Alors, je ne sais pas si ça marche. Bien sûr, ça marche. Comment? Tout marche à Touques, chers collègues. Parfait. Bonsoir. Merci à vous tous d'être si nombreux présents ce soir pour ce jour de semaine pour assister à la conférence de notre ami Vladimir Fedorovski. Et vous allez me permettre, Vladimir, ce soir, de m'adresser à vous. Un petit peu à titre personnel, je dirais. Et quand on s'adresse à Vladimir, on a toujours un clin d'œil pour son épouse Irina, qui est discrètement posée quelque part. Et c'est à vous deux que, en tant que maire de Touques, je souhaite rendre hommage. Nous nous connaissons bien maintenant depuis plus d'1 an. Nous travaillons souvent ensemble. On a déjà connu des péripéties, dont le Covid, ce qui n'était pas des moindres et qui se poursuit encore. J'ai eu aussi entre les deux une élection, car quand on s'est rencontrés, je terminais mon mandat et je souhaitais en commencer un autre, mais tant que l'élection n'est pas passée, ce n'est pas le cas, et maintenant c'est le cas. Et je voudrais vraiment vous remercier et vous rendre hommage. En effet, tout votre parcours, Ismaël Karimpour en dira quelques mots, mais il y a plus de 40 ans, vous avez décidé de mettre votre vie de famille, je suppose en résidence secondaire à l'époque, dans notre région normande. C'est ainsi que vous vous êtes installé à Deauville. Et bientôt, résidence principale à Touques. Voilà. Ne dévoilez pas des secrets, si j'ose dire. Mais dès que vous étiez ici, vous avez poursuivi et développé votre carrière littéraire et votre présence culturelle dans notre région normande. C'est ainsi qu'avec un de vos amis ici présent, que je connais bien par sa réputation, ici présent, Jacques Belin, à qui je rends hommage, vous avez largement participé à la construction, au développement, à l'élaboration du mémorial de Caen, qui fait partie des joyaux culturels de notre région. Après, vous avez fait une petite étape, si j'ose dire, à Deauville, et aujourd'hui, plutôt depuis 1 an, c'est à Touques que vous avez décidé de participer au développement de notre vie culturelle. Je tenais, mon cher Vladimir, à vous en remercier. Et je suis certaine que les quelques conférences qui vont terminer l'année précéderont de grandes conférences en 2021. Merci beaucoup, Vladimir. Bravo encore. Et merci, Irina, de toujours vous accompagner. Je vais demander à Ismaël Karimpour de dire quelques mots sur Vladimir, puisque je crois que vous connaissez depuis beaucoup plus longtemps que moi. On peut parler en dizaines d'années, si j'ai bien compris. Bien sûr, même plus, beaucoup plus. Hélas, pour nous. Je pense que je ne vais pas m'aventurer à parler de carrière de quelqu'un comme Vladimir Fedorovski. Simplement, je vous dirai quelques jeux du hasard. Lorsque j'ai connu Vladimir, il y a plus de 30 ans, nous étions tous les deux intervenants, conférenciers à Paris. J'étais un peu plus jeune et lui également. Lui était un diplomate écrivain et moi j'étais jeune juriste qui commençait carrière internationale. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour on puisse se rencontrer tous les deux dans une ville, dans une cité, dans un département, dans un endroit comme Touques, Deauville ou Trouville. Je n'aurais jamais imaginé qu'on se retrouve encore pratiquement, et pour un moment, j'espère, côte à côte, pour traiter des sujets divers et variés. Le jeu de hasard a fait que je l'ai accueilli à Touques lorsqu'il voulait nous parler de la Nouvelle An russe. Et par la suite, l'aventure a continué et continuera encore.
Deuxième jeu du hasard, vous savez, comme disait quelqu'un, il était une fois une femme, une grande femme avec un grand F. Elle a découvert par hasard, par malheur des choses, par malheur du hasard, qu'elle avait un problème du corps, un problème grave, car il s'agissait d'une opération du corps lourd, à corps ouvert. Bien sûr, après un moment, elle découvre qu'elle n'a pas le choix, il faut qu'elle passe donc à l'hôpital et il faut qu'elle subisse cette opération. Après quelques hésitations qui font partie intégrante de tout être humain dans ce genre de situation, l'opération a eu lieu, Dieu merci, avec succès, et après avoir passé quelques temps, quelques jours, l'opération, post-opération, réanimation, convalescence, etc., cette femme, lorsqu'on lui avait autorisé pour la première fois de sortir, de se mettre debout, qu'est-ce qu'elle a souhaité? Elle a souhaité de faire un tour et de respirer l'air de la mer. Tout simplement regarder l'océan. Alors que quand on est à Touques ou quand on est à Deauville ou quand on est à Trouville, aller sur la plage, c'est quelque chose de très banal. Mais par la force des choses, ça devient tellement impressionnant, tellement utile, tellement inatteignable qu'on a l'impression que c'est une question de vie et de mort. Lorsqu'elle marche sur ces plages, ou plutôt à côté des plages, elle est interpellée par quelqu'un, par une autre femme, qui lui dit... Chantal, qui est présente. Bonjour Chantal, si vous êtes présente bien sûr. Madame, comment allez-vous? Ça nous fait plaisir de vous voir ici, chez nous. Et bien sûr, avec quelques échanges banals de courtoisie, cette promenade se termine dans un café, dans un bar, le plus simple possible, le plus simple au monde, avec un verre, avec un regard sur l'infini, en respirant à fond l'air marin. Quelques jours après, elle reçoit un appel de cette femme qui vient aux nouvelles et qui lui demande, si c'est possible, qu'on lui donne le numéro de téléphone de quelqu'un pour qu'elle puisse parler entre eux. Encore, par ce jeu du hasard, une communication téléphonique s'établit, etc., etc. Le jeu du hasard, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, cette femme dont je vous parle, elle s'appelle Madame le maire, qui est à ma gauche. Cet homme dont je vous parle, par le jeu du hasard, s'appelle Vladimir Fedorovski, toujours à ma gauche. Et une aventure qu'on appelle les cycles des conférences de Touques prend forme ainsi et va poursuivre, en tout cas, ce que nous souhaitons. Donc, pardonne-moi Vladimir de ne pas parler de toi, de ce que tu as fait, parce que c'est évident, ta personnalité ou ta réputation passe au-delà des lignes, je dirais, aussi bien de notre département que de notre ville, que de notre pays, voire même sur le plan international, tu es connu. Donc, tout le monde connaît Vladimir. Applaudissons Vladimir et applaudissons Madame le maire, et on est là pour t'écouter. Chère Colette, cher Ismaël, c'est vrai, chers amis, pourquoi ne pas dire la vérité? Je suis heureux, je suis fier d'être avec vous. Je tiens à vous remercier. Ismaël, tu as oublié une chose, qu'entre-temps, Colette, il a fait un livre merveilleux, aujourd'hui on a parlé avec le directeur de Figaro à ce propos, qui s'appelle L'histoire d'un cœur à cœur ouvert. Et ça, c'est un livre qui raconte l'expérience, son expérience, parce qu'elle a mené beaucoup de combats. C'était un grand patron pharmaceutique, comme vous le savez bien, une femme dans le milieu misogyne. Vous imaginez les hommes qui bouffent les femmes. Et vous avez su surmonter. Après l'adoption des enfants,
et après cette opération. Et il a su surmonter, vous savez, je viens de lire ça, et on a parlé ça avec justement Brézé, on a dit, c'est un livre d'actualité parce qu'aujourd'hui, nous subissons l'épreuve. L'épreuve de Covid, c'est l'épreuve collective, et vivre et surmonter ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est l'air marin et aussi l'authenticité de Touques, la ville authentique. C'est pour ça que je suis fier. Et pourquoi ne pas vous dire je suis fier parce que je ne voudrais pas gâcher notre amour. Il y avait tant de gens avec lesquels que je connais depuis des années, comme toi, qui sont pris l'habitude de mon accent, de ce que je raconte. Je vais sortir le phénomène Staline dans 2 ou 3 semaines. C'est tous mes livres, c'est 50e livre. Je sors, tous mes livres sont écrits ici. Ne pas vous raconter ça, c'est une erreur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a choisi l'ensemble aujourd'hui le sujet, pour souligner mon accent, encore une fois, le sujet qui concerne vous savez, les successions au Kremlin. Les successions au Kremlin, on me propose depuis des années, un jour je vais faire une série, un peu dans le style, si vous connaissez les séries américaines, Bureau des légendes. Chaque fois, c'est toute une histoire. Il y a mes compatriotes, ma chère amie, mes amis qui sont présents, ils connaissent que chaque fois, c'est l'imagination, la fiction qui est moins forte que la réalité. La réalité, comme disent les Français, dépasse les fictions. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, les successions au Kremlin. Bien sûr, on va parler de la succession de Poutine, parce que c'est ça qui vous intéresse le plus. Mais au-delà de ça, les successions au Kremlin, ils ont changé souvent le siècle. Rien que, tu m'excuses, ton pays d'origine, s'il n'y avait pas de Brejnev, il n'y avait pas de la crise afghane. Tout ça, je suis obligé de vous raconter ça. Et cette année, tout d'abord, j'ai pensé beaucoup à cette période du XXe siècle, le siècle rouge. J'ai fait même un livre sur l'histoire d'amour, le dernier livre, je raconte ça d'une manière romanesque, vous savez, le roman vrai de Dr Zhivago, mais les 2 livres que je vais sortir, tout d'abord dans 3 semaines, dans 2 semaines, Phénomène Staline, et après le roman vrai de Gorbatchev, racontent la succession, racontent les personnages. Alors, tout d'abord, situons les personnages, si vous me permettez, situons les années quand même. Mon accent vous est connu, mais en dehors de mon accent et de ma voix qui est plus fort maintenant. Est-ce que c'est bien comme ça? Ou avant, c'était mieux? C'était mieux avant? Baissé, oui. Comme ça, c'est mieux. OK, voilà. Mais, vous savez, vous êtes habitué de Poutine, peut-être de Gorbatchev, vous êtes moins habitué et vous avez presque oublié Staline. Tandis que pour les Russes, le personnage le plus important du XXe siècle, une sorte, j'aurais dit, Napoléon du XXe siècle, mais en tout cas, le dictateur le plus réussi, mon ami Emma ne va pas me contredire, c'est quand même Staline. Tous les sondages le disent. Aujourd'hui, même parmi les jeunes, c'est de loin le personnage le plus populaire de toute l'histoire de la Russie, toutes les époques confondues. Pourquoi? Et la clé de ça, chaque fois, pour chaque personnage que je vais raconter aujourd'hui, la clé de ça, c'est la succession. Et retenez la première date, la succession de Lénine et passage vers Staline, c'est janvier 1924. Le jeune, Lénine était jeune, 53 ans, dictateur, un jeune homme
radical de gauche qui a passé la majorité de ses années à l'étranger, essentiellement à la closerie de Lila, je vous conseille d'aller boire une bière à sa table où il y a une petite écriteau. Ici était Lénine. Après, il a débarqué, c'est un homme comme Trotsky, un autre révolutionnaire. C'est les hommes, ces révolutionnaires assez intéressants. Mais paradoxalement, ce n'est pas eux qui s'imposent. Ceux qui s'imposaient pour le XXe siècle, c'est un fils d'un Géorgien, c'est un Géorgien, le fils d'un cordonnier qui est venu en Russie, qui a pris dans l'engrenage révolutionnaire, mais il n'était pas l'homme le plus vu de la partie, même si Lénine lui a confié quelques missions après la Révolution 1917. Il s'impose en 1924 d'une manière absolument inattendue. C'est vrai que Lénine, à l'époque, peut-être vous avez étudié ça, la succession de Lénine, c'est une affaire vraiment très bizarre. Vous avez peut-être entendu parler du testament de Lénine. Dans les manuels, on dit qu'il a dicté, il a donné quelques caractéristiques aux dirigeants de l'époque qu'il a entouré, à Trotsky, à Staline. D'ailleurs, il a dénigré un peu Staline. Mais hélas, quand j'écrivais ce livre, d'ailleurs, sur ça, j'ai découvert une chose bizarre, que ce testament, c'est une vraiment manipulation historique. Physiquement, Lénine ne pouvait pas écrire, ni dicter, ni rien du tout. Quand il a dicté, il a perdu la faculté de parole. Il ne pouvait pas dicter quoi que ce soit. C'est une manipulation qui était menée par sa femme avec la complicité un peu de Trotsky et surtout des autres bolcheviks, etc. Et pourtant, même si vous allez ouvrir les manuels de l'histoire française, on étudie aujourd'hui encore le testament de Lénine. Mais c'est un homme complètement malade, une maladie héréditaire. Et à 50 ans, il savait qu'il va partir. Il demande à Staline, donne-moi le poison, un peu de Shakespeare. On parle souvent des poisons. Lénine supplie, donnez-moi un poison, je veux partir. On ne lui donne pas le poison et finalement il part. Tout le monde pense qu'il y aura un autre dirigeant de l'époque révolutionnaire, Trotsky. Les hommes de gauche à Paris, ils aiment Trotsky, mais Trotsky, c'était un homme brillant, mais unidimensionnel et très gonflé. Il se trouvait à l'époque, en janvier 1924, en Géorgie. Il aimait la chasse, il était un peu épileptique, il voulait se reposer un tout petit peu. Et Staline le trompe comme un enfant. Il lui dit, ne viens pas, tu es trop important, repose-toi bien. Là-bas, en Géorgie, on va enterrer Lénine, sans toi. Et Trotsky, comme un gamin, il y croit, il ne vient pas, gonflé qu'il est. Et finalement, c'est Staline qui organise son ascension, la succession de Lénine. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un jour vraiment le film, parce que tout était filmé. Vous ne pouvez pas imaginer. Vient un petit garçon assez, vous savez, habillé, costume acquis d'un simple soldat. Les gens sont en désarroi, c'est le leader de la révolution qui est parti. Les gens, il commence à parler, mais il parle d'une manière absolument inattendue. Il ne dit pas les choses, les références marxistes. Pendant ce discours, si vous le regardez, c'est un discours absolument étonnant, d'un grand orateur. C'est une calque de litanie orthodoxe. Il se réfère au Dieu, il fait les serments. Dieu, au Dieu mort, Dieu qui est parti, il s'impose comme un Dieu vivant. C'est une chose absolument étonnante, vraiment, à voir la première étape
quand il s'imposait. Après, il y avait des combines, il élimine à tour de rôle. Vous savez, c'est comme d'habitude. Vous savez comment en politique il faut faire. Je m'excuse, en vieux routier, il faut tout d'abord s'allier avec un, l'autre, après avec l'autre, etc. L'affaire de masque, tantôt c'est bon, tantôt c'est mauvais, et après on s'impose. Vous comprenez ça? C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe exactement comme ça que ça s'est passé avec Staline, qui s'imposait. Au fur et à mesure, il a éliminé je ne vais pas vous submerger avec les noms, tout d'abord il a éliminé Trotsky, après il a éliminé les autres bolcheviks, etc., etc. Et ça, c'est un élément majeur, 1924. Mais Staline, il faut dire, et ça, cette année, il faut revenir à ça, Staline, il a failli organiser sa propre succession d'une manière absolument inattendue et imprévisible. C'était 1941. Les gens oublient 1941, octobre 1941. Franchement, encore une fois, les manuels mentent. Les manuels d'histoire mentent souvent ici et là-bas. On dit que Hitler était à 24 km de Moscou. En réalité, en octobre 1941, Hitler, les paranazis ont été à 6 km du Kremlin. 6 km du Kremlin, ça semblait, tout est perdu. Hitler, il a déjà annoncé qu'il viendra sur un cheval blanc qu'on lui a offert les Caucasiens, les Tchétchènes. Et il va faire un défilé sur le cheval blanc offert par les Caucasiens sur la place rouge. Et à ce moment-là, tout semblait perdu. La succession, l'heure de la succession de Staline a sonné. Et il reçoit une information. Dans nos affaires, les espions, ils jouent parfois un rôle absolument inattendu. Il y avait un grand espion du XXe siècle, il s'appelait Sorge. Peut-être vous avez vaguement parlé. Il était d'origine allemande, moitié russe, mais je le considère comme le plus grand espion du XXe siècle. Un playboy, vous comprenez, qui partageait sa vie sentimentale avec la maîtresse du premier ministre japonais, et sur l'oreiller, il a eu tout le secret. Et pourquoi je vous parle de Sorge? Parce que Sorge, qui était basé au Japon, envoie à Staline un télégramme où il dit les Japonais ne vont pas attaquer l'Union soviétique, ils vont attaquer les Américains, Pearl Harbor. Et moi je reconstituais ça franchement, il y a Staline, quand il reçoit ce télégramme, il reçoit en même temps, c'est-à-dire pratiquement tout est fixé. Vous savez, au Kremlin, ils fixent tout. Pourquoi c'est très intéressant d'utiliser les archives? Et on a parlé encore une fois avec les gens de Figaro, parce que quand on sait ça minute par minute, les deux informations arrivent au même moment. Et Staline, je pense, il n'aimait pas Sorge, puisque Sorge c'était un grand playboy, séducteur, etc. Trop pour Staline. En plus, il lui envoyait, j'ai relu ce télégramme, il donnait conseil à Staline comment mener la géopolitique dans ce télégramme d'espion. Et ça, Staline n'aimait pas ça, c'est trop. C'est quand même pas ça. Mais bref, et quand Sorge lui a donné la première information sur l'invasion nazie en juin 1941, le fait que les nazis, Hitler attaque l'Union soviétique, Staline n'a pas cru. Mais cette fois-ci, il n'a pas de choix. Hitler est à 6 km de Kremlin. L'heure de la succession a sonné. Il est un peu dans le désarroi. Il a envoyé ses collaborateurs déjà dans une ville qui s'appelle
Kouibychev au bord de la Volga, les avions sur la piste, tournent les moteurs, tout le monde attend que Staline va partir. Et s'il part, tout est terminé. Hitler est là, mon cher Ismaël, à Touk. À 6 kilomètres. Et néanmoins, à ce moment-là, Staline dit, si c'est comme ça, franchement, il n'a pas, contrairement aux autres, même la vie sentimentale de Lénine est très intéressante. Un jour, ça vaut la peine, puisque sa femme de la vie, c'était d'origine française, très intéressante, Inès Armande. Mais la vie de Staline, ce n'était pas intéressant. Il a eu quelques maîtresses, il a eu sa femme qui s'est suicidée, etc. Mais ça, ce n'est pas intéressant. Et quand il était vraiment le dirigeant, à ce moment-là, surtout pendant la guerre, il y avait une sorte de gouvernante qu'il aimait énormément, une femme russe, robuste, Valech qu'elle s'appelait, il lui servait le repas et parfois il y avait des petits écarts sentimentaux, c'est sensuel, j'ai failli dire. Mais Staline, il dit, Valech, serre-moi un peu, c'était un buveur de thé et surtout il fumait la pipe. Il commence à fumer, il a dit, Valch, est-ce que je dois partir? Qu'est-ce que tu penses? Partons à la bord de la Volga. Et il l'appelait Joseph Vissarionovitch, avec patronyme. Si vous partez, Moscou est prise, la Russie est terminée et le monde est terminé. Cet simple paysan lui dit non, l'heure de la succession n'est pas sonné. Alors Staline, il prend les 2 télégrammes avec lui, il descend dans les souterrains de Kremlin qui étaient creusés encore par son grand prédécesseur, Ivan le Terrible. Il prend juste une sorte de manteau rapiécé d'un simple soldat. Il y a un matelas, j'ai vu le matelas. Il regarde les télégrammes et puis il dit « Arrêtez les moteurs, sortez la voiture, décapotez la voiture. » Il prend sa voiture, il demande à ses gardes-corps d'être derrière avec les projecteurs. Il part à Moscou, à travers Moscou enneigé. Tout était... Moscovite a vu, Staline est là. Après, il arrive à la gare de Kursk. Tout le monde part, le train. Le général l'approche. Est-ce qu'on part maintenant? À l'époque, on disait, comme certains disent aujourd'hui, camarade Staline. Il dit, vous avez des pelles? L'autre, il a dit, oui, on a des pelles. Prenez les pelles et creusez vos tombeaux. Si vous portez, ce sera ça, vos tombeaux. Et il convoque le commandant du Kremlin, il a dit, ce sera le lendemain. On prépare le défilé. Le défilé, je vous ai dit que dans cette affaire, les films disent beaucoup de choses. On va en parler à propos d'Eltsine et Clinton. Les films disent parfois plus. Les images disent parfois plus que tout le reste. Vous savez, il a organisé un défilé de la dernière chance. C'est un défilé étonnant parce que la veille, il a convoqué les gens venus de la Sibérie, libérés par le télégramme de Sorge, parce que les gens de la Sibérie ont été massés pour attendre l'attaque japonaise. Et il a eu le temps de les ramener au Kremlin. N'importe quel dirigeant aurait jeté ces gens-là dans la bataille. Tout de suite, Hitler est à 6 kilomètres du Kremlin. Mais Staline a dit non. Il a choisi lui-même les géants de 2 mètres avec les manteaux de fourrure de la Sibérie que toute femme venue de là-bas apprécie, et je vous conseille. Et ces gens-là, ils ont été prêts à entrer au Kremlin. Mais
au lieu de faire les entrer tout de suite, il a organisé une sorte de mise en scène. Mise en scène, c'était une mise en scène assez inoubliable, parce que tout d'abord, il y a les vétérans qui marchent à peine, qui viennent, qui marchent à peine, qui marchent encore. Et 6 minutes après, il a fait entrer ce rouleau compresseur des manteaux de la Sibérie. Et les gens qui ont vu et ça, ils ont compris que la victoire est pour demain. Et surtout, il a prononcé tout le contraire de son commandant du Kremlin, qui s'adressait camarade Staline. Il disait « frères et sœurs », comme les chrétiens. « Frères et sœurs, au nom de nos saints, nous organisons ». Et ça, c'est la succession, disons, ratée de Staline. La vraie succession, en réalité, c'est 1946. Vous savez, quand il a tout gagné, franchement, 1945 même. Il y a 75 ans, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il était exténué, puisque vous savez, contrairement à ce qu'on raconte, c'était un grand lecteur, il travaillait énormément. Vous savez, c'est vraiment un travailleur fantastique, c'est 14 heures, 16 heures par jour. Il était exténué et pratiquement le lendemain de la guerre, il a eu plusieurs attaques et finalement, il va partir en 1953. Et ça, c'est la vraie succession de Staline, 1953. Ça, je suis obligé de vous raconter un personnage pour la succession très important pour notre histoire et complètement occulté pour le grand public, surtout diabolisé en Russie. Ce personnage, c'est le chef de service secret de Staline. Il s'appelait Beria, peut-être vous avez entendu parler vaguement. Et Beria, généralement, il est considéré comme un chef de la terreur stalinien. C'est une contre-vérité parce que quand il arrive comme chef de service secret, d'ailleurs, il n'était pas si long que ça, parce qu'il était surtout créateur de la bombe atomique russe et un très grand gestionnaire à sa façon. Mais vraiment, les grandes purges de 1937 sont arrêtées. Mais en 1953, Beria, il a failli s'imposer d'une manière absolument inattendue comme successeur de Staline. Staline, je vous rappelle, meurt au début de mars 1953. Je ne voudrais pas vous submerger par les détails, mais j'ai mené l'enquête sur son histoire médicale. Et ça, c'est les pages de son histoire médicale sont étonnantes. Tout est vraiment recomposé. À tel point que beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, ils sont persuadés que Staline était aussi empoisonné. Et il y a des choses qui ont dit dans ce sens-là, parce que j'ai pensé beaucoup à ce livre, et à mon époque, j'ai interviewé à ce propos un des grands dirigeants de l'époque qui était présent. C'était, peut-être vous avez entendu, Pacte Molotov. Molotov, il était ministre des Affaires étrangères de Staline, mais le bras droit de Staline, il était présent pendant toute cette période, même s'il était un tout petit peu sur la touche en 1953, et il m'a raconté une conversation étonnante quand il porte le cercueil de Staline sur la place rouge. Il porte le cercueil, Molotov d'un côté, Beria de l'autre, et Beria, il lui dit une phrase étonnante que je répercute à vous et que je publie. C'est moi qui ai liquidé le tyran. Étonnante quand même. Et surtout, plus je creuse, il y avait le changement de personnel autour de lui, tout était, ce n'est pas clair, mais surtout quand vous regardez les archives qui sont sauvegardées médicales, c'est clair que c'est une recomposition. Et la phrase exacte. Mais en tout cas, Staline meurt, il y a une sorte de triumvirat s'impose. Vous n'avez pas vu le film qui s'appelait La mort de Staline, non? Vous n'avez pas vu? Je vous conseille, vraiment, les gens qui n'ont pas vu, parce que c'est une sorte burlesque, mais ça donne l'ambiance. Il y a les dirigeants qui se bouffent entre eux, essentiellement trois. L'un s'appelle Khrouchtchev, vaguement vous avez parlé, vous vous souvenez de lui avec le soulier aux Nations Unies, l'autre complètement oublié, Malenkov, et Beria.
Et je dois vous dire que Beria, le diable absolu du XXe siècle, c'était vraisemblablement le successeur disons, qui devait s'imposer comme le successeur de Staline en 1953. Ce qui est le plus étonnant, c'est son programme. Et son programme, c'était, comment vous dire, c'est une sorte de programme de Gorbatchev avant l'heure, la perestroïka avant l'heure. Et vous imaginez, pour les répercussions du monde entier, la guerre froide serait terminée en 1953, pas de mur de Berlin, pas d'Hongrie, pas d'Afghanistan, pas de tout. Vous imaginez, quand on regarde les archives, c'est une chose étonnante, c'est une sorte d'ouverture sur le plan intellectuel, ouverture sur le plan de la presse, recomposition, l'Union soviétique, pas en régime autoritaire, mais en régime plutôt une confédération. Toute une réflexion, quand vous regardez ces documents, étonnante. Et surtout, il voulait éliminer le Parti communiste du pouvoir, en réalité. Petit à petit, marginaliser le Parti communiste. Ça, c'est une vraie bataille de la succession quand ils ont entendu les vieux bons de Kremlin à côté, les staliniens qui ont les crimes, 25 millions de morts quand même, sur les mains. Ils se sont réunis. Ils ont convoqué Beria, et ça, il faut faire un film, c'est vrai. Dans le film, burlesque, les Anglais qui ont fait, il ne reflète pas la réalité. Parce que la réalité, que Beria vient sur une réunion, c'était 24 juin 1953, au Kremlin, le long corridor, après une grande table, et la réunion est ouverte par un certain Malenkov à l'époque, qui était soi-disant Premier ministre. Et Beria avait une sorte de sacoche avec lui. Et lui seul n'était pas fouillé, parce que tous les gardes-corps étaient sous son commandement. Et tout le monde pensait qu'il a une arme là-bas. Et quand Malenkov, il appuie sur une sorte dans le film, c'est présenté comme ça, une sorte de bouton secret. Et les grands maréchaux de l'Union soviétique, les grands costauds, surtout Zhukov, entrent dans son bureau et s'oppressent pour arrêter Beria. À ce moment-là, Khrouchtchev essaie d'arracher la sacoche. Et la vraie succession, c'est dans cette histoire de sacoche. Ils ont battu pendant 5 minutes au cœur du Kremlin celui qui arrache la sacoche a le pouvoir. Au Kremlin, c'est Khrouchtchev qui a arraché la sacoche. Il ouvre la sacoche de couleur bordeaux, je vous signale, et la sacoche était vide. Il n'y avait pas d'armes. Mais c'est lui qui a gagné. Et après, il y avait une histoire de Khrouchtchev. Khrouchtchev, c'est une histoire, il a la cote dans le milieu plutôt libéral là-bas. Parce que lui, il s'impose, son règne, c'est, disons, en 1953 jusqu'à 1964, son règne. Un personnage très contradictoire. Dans le livre que vous allez voir, le roman vrai de Victor Jivago, je cite un des plus grands romanciers du XXe siècle. Je raconte toute cette histoire à travers ses histoires d'amour. Pasternak, auteur de Docteur Jivago, Pasternak, il apprend que Khrouchtchev, commence à attaquer Staline, qu'il prépare, vous avez entendu le fameux 20e congrès, le rapport secret, qui est bizarre le rapport. Il prépare tout ça. Et il est dans sa datcha, pour entrer dans le détail, datcha exquis dans le village des écrivains, ça s'appelle Peridelkino. Évidemment, c'est bourré de micros. Ici, il y a des micros ici, mais pas. Bourré de micros. Il ouvre le journal, ça s'appelle Pravda. Il dit, l'autre était un grand démon et un grand tyran. Celui-là, c'est un crétin et un porc. Il a parlé de Staline, un grand tyran, un grand démon. Mais celui-là, c'est un crétin
Pourquoi? Les Russes le considèrent aujourd'hui. Khrouchtchev, plutôt, il n'a pas. Vous savez, dans le milieu libéral, parce qu'il y avait un brin de déstalinisation, mais en même temps, il a persécuté Pasternak, Dr Zhivago, tout ça. En même temps, il y a l'affaire de Cuba, quand on a failli mettre le monde vraiment au bord de la guerre mondiale. En même temps, il y avait beaucoup de n'importe quoi sur le plan économique. Et finalement, je pense que l'affaire de Cuba était fatale pour lui. Parce que dans l'affaire de Cuba, il a joué, vraiment il a installé, vous savez bien, les fusées là-bas. Il n'allait pas jusqu'au bout. Et finalement, l'armée ne lui a jamais pardonné son amateurisme. Il y avait une sorte de coalition, je faillis dire, en tout cas synergie qui était créée en 1953, qui était plusieurs composants. Dans cette affaire, il y a toujours l'affaire du KGB qui prépare le terrain. Ça doit être un parti, le parti était quand même, il a eu marre de ce changement de Khrouchtchev, et puis il y avait un parti. Aujourd'hui, la Russie est néo-stalinienne. À l'époque, elle était aussi, il n'acceptait pas les attaques de Khrouchtchev contre Staline au 20e congrès. Bref, une sorte de synergie, l'homme clé de ça. À partir de ce moment, j'ai connu tous ces gens-là. Parce que vous savez, j'étais interprète de Brejnev de la langue arabe et j'ai connu Brejnev qui était l'homme clé de la succession de Khrouchtchev. Organisateur de complots. J'étais assez étonné de découvrir, parce que les complots du Kremlin, c'est quand même pittoresque. Brejnev, il savait que Khrouchtchev, il savait aussi se battre. Et quand j'ai préparé le livre, j'ai interviewé le président du KGB de l'époque. Il m'a révélé une chose assez étonnante. Khrouchtchev, il a proposé d'abattre l'avion. Brejnev, il a proposé d'abattre l'avion de Khrouchtchev qui revenait du Caire. Mais le chef du KGB, il a dit non, il y a d'autres gens, on ne peut pas faire ça. Après, il a failli proposer d'empoisonner Khrouchtchev. Et finalement, ça s'est passé autrement. Ils ont organisé un complot et ils ont débarqué Khrouchtchev. Le règne de Brejnev commence 64 jusqu'à 82. Brejnev, qui n'a pas beaucoup de côtes, mais sa succession est assez étonnante. Ici, à tort d'ailleurs, parce que Brejnev, c'était le premier dirigeant du Kremlin qui ne croyait pas du tout au communisme, qui était un dirigeant pragmatique. Une fois, à ma présence, quand j'étais interprète, je vais vous raconter une petite anecdote, juste pour révéler l'esprit de cet homme-là, un beau garçon qui n'oubliait aucune de ses maîtresses. Toujours un petit cadeau pour ses maîtresses. Emma, qui connaissait les gens de Moldavie, elle connaît très bien que petit cadeau pour ses maîtresses, toujours. Jamais, toujours affable, il faut dire, un beau garçon, un beau général autrefois, parce que vous le connaissez comme un vieux schnock, en réalité, il était un beau garçon, surtout pendant la guerre. Mais juste pour que vous compreniez l'esprit de cet homme-là, une fois, à ma présence, Gromyko, peut-être vous avez entendu parler, un ministre des Affaires étrangères, il lui a proposé de combattre l'alcoolisme en Russie et essayer d'interdire la vente de l'alcool. Il a regardé, j'étais étonné, j'ai eu 23 ans, je regardais. Il a dit, Andriush, diminutif d'André, Andriush, tu sais, tu ne connais pas ce pays. Pour vivre ici, il faut beaucoup picoler. Brejnev, pragmatique, vous voyez, c'est l'esprit. Ces anecdotes, ils reflètent plus. Mais il a essayé vous savez, pendant la première, il a beaucoup de côtes maintenant en Russie, surtout premières années, parce que vous savez, c'est à la fois la flambée des prix de pétrole, les Russes, ils ont commencé, en même temps, il n'y avait pas de persécution comme sous Staline, en tout cas pas dans les grandes échelles, ça c'était une sorte de néo-stalinisme mou, j'ai failli dire à propos de ça. Il a la côte et après, il a eu, comme d'habitude, les problèmes de santé. Lénine a supplié de donner les poisons pour organiser cette succession. Vous savez, Brejnev,
En 1976, il a demandé de partir. Et jusqu'à 1982, il est resté. Si Brejnev partait, mon cher Ismaël, parce qu'il est devenu intellectuel, il ne voulait pas l'Afghanistan. Ce n'est pas initiateur, c'était Andropov et Ustinov, les militaires et le KGB. Brejnev, il ne voulait pas même la Tchécoslovaquie. Brejnev, il était non. C'était quelqu'un qui était. Ce qu'il aimait, c'est les femmes, la chasse, les bons rapports avec le président Nixon. C'était un dirigeant d'autres étapes. Mais bref, il a dû rester. Et là, c'est une chose énigmatique qui commence parce que, vous savez, la succession de Khrouchtchev, ça nous ramène à Poutine, Brejnev, ça nous ramène très vite à Gorbatchev. Vous êtes ennuyé peut-être, non? Je parle des choses lointaines, il faut que j'arrive à Poutine, c'est ça? Ça vous plaît, ça? Vous me dites. Parce que vous comprenez, moi je suis... Si ça vous plaît, moi je suis content. Si ça vous plaît, parce que j'arrive maintenant à des choses essentielles. Vous savez, la succession de Brejnev reste énigmatique et bizarre. Il y avait une bataille féroce, énorme entre les deux groupes au pouvoir. C'était les coups bas, les choses, les manipulations, les assassinats, encore une fois. Si je reconstitue heure par heure, c'est une chose assez étonnante. Un groupe qui était autour de Brejnev, qui vient de l'Ukraine, ça s'appelait un groupe de Dnepropetrovsk, qui était... je ne vais pas vous donner les noms, mais en tout cas, il poussait à la première ligne le dirigeant de l'Ukraine, qui s'appelait Sherbitsky, comme successeur de Brejnev. Et ils ont organisé tout, pratiquement tout, pour éviter. Et il y avait tout un groupe de modernisateurs qui était symbolisé à l'époque, paradoxalement, par un homme du KGB, qui voulait en réalité une sorte de convergence qui s'appelait Andropov. Et ce groupe-là s'est affronté et finalement, c'est Andropov qui a gagné. Gagné en 82, mais là, le destin joue des choses, vous comprenez, les pépins de santé. Je considère, je suis désolé de vous dire la vérité, chère Colette, mais la vérité est très dure. Je considère depuis longtemps que les hommes politiques de premier plan, c'est des grands malades. Mais, entre nous, mais souvent, c'est les malades tout court. Et dans notre histoire de succession, Andropov, qui n'était pas si âgé que ça, 70 ans, quelque chose comme ça, mais en réalité, il a eu des problèmes de reins terribles et il savait qu'il va partir. Mais il se raccrochait, il s'est imposé, il voulait imposer un jeune garçon comme successeur qu'il a rencontré dans le patelin très peu prononçable en français, Krasny Kamny, qui se près dans le midi de la Russie, où il soignait ses reins. Et ce jeune garçon volubile, c'était Gorbatchev. Et il avait des idées. Il faut comprendre la situation d'aujourd'hui. Je vous ai dit que Staline, c'est l'homme le plus populaire de toute l'histoire de la Russie. Gorbatchev et Eltsine, c'est les deux hommes les plus haïs de toute l'histoire de la Russie, toutes les époques confondues. Surtout, celui qui est haï le plus, c'est évidemment Gorbatchev, parce que, vous savez, Gorbatchev, il est considéré comme traître et crétin. Et Eltsine, qui était son successeur, celui qui lui a succédé, il est considéré comme crétin, mais en ivrogne. Et en ivrogne, en Russie, a une connotation plus positive, alors il a un tout petit peu mieux. Mais les sondages sont au même niveau, 2% de sondages. Mais Gorbatchev, il s'impose en 1985. Il y avait des combines invraisemblables, encore une fois. Vraiment, un jour, vous allez lire ce roman vrai de Gorbatchev, minute par minute, comment il a court-circuité ça. Quand il devait être élu, ils ont organisé le retard de tous ses adversaires. Ils ont été le principal rival. Sherbitsky était aux États-Unis. Avec les Américains, ils ont retardé son avion. Il était absent pendant la vote. Bref, il s'impose en 1985 comme successeur, cette fois-ci, un peu lointain de système brejnevien, parce qu'entre-temps, il y avait deux malades, Andropov et Tchernenko. Il s'impose avec le message
qui est haï aujourd'hui en Russie. Le message, moi j'ai adoré le mot, mais c'est la perestroïka, le changement radical. Vous savez, les Russes, ils détestent Gorbatchev plus que les autres. On me demande souvent pourquoi. Il y a une banalité. Tout d'abord, au début, il était bien vu quand il succède, 85. 85, il est bien vu parce que, vous connaissez Gorbatchev, il entre dans la pièce, il séduit. C'est un homme charismatique, c'est un beau parleur, il parle bien. Et les Russes, ils ont eu marre des vieux schnocks qui dirigeaient le pays. Ils étaient heureux en 85 que quelqu'un qui vienne et qui s'impose comme ça. Mais dans cette affaire, les femmes jouent un rôle fatal. La vraie conseillère de Gorbatchev, la vraie égérie de Gorbatchev, c'était évidemment sa femme Raïssa. Et dans la famille de Raïssa, il y avait un pépin. Il y avait son frère qui était alcoolique. Il détestait l'alcool. Elle dit que l'alcool, c'est le principal, et c'est vrai, c'est un des principaux problèmes de la Russie. Il poussait avec quelques gens de son entourage, en réalité, faire la campagne anti-alcool, interdire la vodka, en oubliant la phrase que le dirigeant sage du Kremlin, Brejnev, a prononcée en ma présence. Selon lui, pour vivre dans ce pays, il faut picoler. Il interdit la vodka, et là, la popularité baisse. Et là, après, il y avait dans la foulée, vous savez, les Russes, ils le détestent à tort, parce que il y avait, dans la perestroïka, il y avait tout un, comment vous dire, message de reconstruction du monde. Nous vivons aujourd'hui une des périodes les plus dangereuses de l'histoire de l'humanité, parce que tous les équilibres, tous les fusibles, tout le système des fusibles du droit international est sauté. Ça va dans tous les sens. C'est le chaos. On a la conférence qui est prévue sur le chaos géopolitique aujourd'hui. Et quand j'étais aux affaires, on a essayé d'équilibrer les choses, trouver l'équilibre. Je me souviens des conversations, les gens rigolent aujourd'hui à propos de la maison commune européenne, mais Dieu sait que maison commune européenne, Mitterrand, il était un grand partisan de ça, et Chirac plus tard. Vous savez, Dieu sait, la maison commune, c'est beaucoup plus équilibré et beaucoup plus sûr que le bordel d'aujourd'hui. Vous comprenez? Tout ça, c'est les choses, il faut comprendre ça. Et il y avait d'autres messages que j'aurais pu vous développer en faveur de Gorbatchev, mais franchement, il faut comprendre qu'à l'époque, les gens oublient ça, mais les gens qui ont vécu ça, les gens ont eu marre du système qui était imposé autrefois, le système soviétique. C'était un système banalement invivable. Il y a un grand metteur en scène de l'époque qui a fait un film « On ne peut pas vivre ainsi ». Et c'est vrai que les gens voulaient sortir de ce système. Après, mais il y avait des fautes qui ont été commises. La principale faute de Gorbatchev, c'était évidemment que ça concerne l'économie. Parce que sous Brejnev, l'économie se développait, contrairement à ce qu'on raconte. C'était 4-5% de croissance. Si on regarde ce qui s'est passé quand il y avait plus de 50% de baisse de produit national brut sous Eltsine, vous comprenez, vous êtes étonnés. Et Gorbatchev, il voulait changer l'économie, mais il n'allait pas, c'était un homme de compromis, il n'allait pas jusqu'au bout de sa démarche. La fatalité, dans la vérité, il a fait une erreur économique absolument majeure à un moment donné. Dans le cadre de ces 86, on s'en souvient, dans le cadre du système qui était étatisé, tout était étatisé, il a introduit les éléments de l'économie de marché en adoptant, les gens ne savent pas, mais la fatalité c'est ça. Ça s'appelait la loi sur l'entreprise 86. En donnant l'autonomie de la gestion de l'entreprise au directeur financier, au directeur des entreprises d'État. Le lendemain,
ces gens-là, ils ont commencé à sortir des capitaux avec les maîtresses, avec leurs petits-neveux. Ici, ils ont commencé à voler le pays comme jamais. Évidemment, ce n'est pas comme Helsinki, parce que le vol sur Helsinki, c'est le vol sans précédent dans l'histoire mondiale. 120 milliards partaient illégalement de la Russie, milliards de dollars, c'est énorme. Mais déjà, quand il a commis ça, comme c'était des rêveurs, surtout son bras droit qui était mon copain, les Russes le détestent particulièrement parce qu'ils disent que Gorbatchev il ne savait pas ce qu'il faisait, mais Yakovlev, il s'appelait numéro 2, il savait ce qu'il faisait et c'est lui qui était son instigateur, son gourou. Mais c'était des rêveurs et il y avait 2 erreurs qui ont été commises. L'une concerne, et ça nous ramène à sa succession, l'une concerne vraiment, à mon sens, l'idée de sacralisation de la démocratie. La plus grande bêtise, je leur disais à l'époque, vraiment, Colette, vous imaginez, je vous félicite pour votre élection, mais ils ont proposé, sous ton contrôle, Ismaël, de faire élire les directeurs des entreprises. Élire les directeurs des entreprises. Le bordel était total, plus l'autonomie des entreprises. Ça, c'était... Et puis, et là, on est personnellement responsable, parce que je les faisais promener souvent ici. Yakovlev, il est venu, Jacques Belin s'en souvient, en mémorial de Caen. J'ai présenté, vous, les meilleurs sont avec nous. Ils ont pensé que l'Occident, c'est vous. Mais l'Occident, ce n'est pas du tout vous. Vous rigolez. Il a cru aux mots occidentaux. Je me souviens des conversations que je décris souvent à propos de la chute du mur. Quand il a accepté la chute du mur et en échange, les Américains, ils ont promis non-élargissement de l'OTAN. Quelle rigolade! Après, les Américains, ils rigolaient. Il a dit, c'est trop naïf. Ils nous croient. Dès qu'ils ont empoché la mur, après, il a dit, mais ça, on n'a jamais dit. Il ose dire que l'accord n'a pas existé. Il ose dire, Clinton, pas Bush, parce que j'étais présent personnellement quand l'accord était négocié avec Shevardnadze. Mais c'était un truc complètement vraisemblable. Mais à l'époque, ces gens-là, ils pensaient qu'on peut faire des affaires. Et c'est vrai que les gens comme Mitterrand, comme Chirac, ils pensaient, sincèrement, je me souviens des conversations avec Mitterrand, ils pensaient qu'on peut faire... Quand ils ont l'économie, plus la chute de l'Empire, le fait qu'elle était bernée, plus l'économie, le vol était terrible. Et finalement, vous savez, c'était la baisse du pouvoir d'achat, la pénurie, tout ça, dans le contexte vraiment d'affaiblissement du rôle international de la Russie. Bref, ça nous ramène en 81, la chute du communisme, août 81. Je ne vais pas vous raconter, parce que j'étais vraiment aux affaires, mais la chute du communisme, c'est le putsch de Moscou, c'est les affaires très énigmatiques, pas tellement claires, parce que c'était... Vous savez, ils ont été prévenus tous, y compris les deux, Gorbatchev et Helsinki, que le putsch se prépare au mois de juin, et le putsch, c'est au mois d'août. Et il attendait comment ça va se tourner. La chute du communisme, c'est une affaire incompréhensible. Mais Gorbatchev, il part en vacances à l'époque. C'était, si je ne me trompe pas, le 3 août 91. Il part dans le Midi, dans une sorte de palais au bord de la mer Noire. Et tout son gouvernement, surtout le KGB, l'armée, il prépare à le marginaliser. Et là, c'est la vraie succession de Gorbatchev. La vraie succession de Gorbatchev, ce n'est pas la chute de l'URSS plus tard. La vraie succession de Gorbatchev, c'est le 19 août 91. Et là, je méprise Helsinki, parce que Helsinki, vous savez, intellectuellement, c'est un homme primaire. J'ai beaucoup, vous savez, comme j'étais à l'époque porte-parole des premiers partis démocratiques, on se fréquentait souvent et on a bu beaucoup ensemble. Ça, je l'ai bien connu.
Et je me pose souvent les questions que je vous ai posées une fois, et même quand on a parlé. Est-ce que le dirigeant doit être intelligent ou pas? Le président doit être intelligent ou pas? Et je suis absolument persuadé que le président, les grands présidents ne doivent pas être intelligents. Ils doivent avoir un flair, bien entouré. Le grand président américain, Clinton, pas j'ai failli dire Clinton, évidemment, Clinton c'était nul, mais je parle de Reagan. Extraordinaire. Il n'était pas intelligent, mais très bien entouré. Extraordinaire. Extraordinaire. Kissinger, tu connais ça, c'est les choses comme ça. Et Eltsine, il a su devenir successeur de Gorbatchev parce qu'il avait l'instinct du pouvoir. Il correspondait franchement au code mental à l'époque du pays. Eltsine, aujourd'hui, je vous dis, les Russes, ils ont honte d'Eltsine aujourd'hui. Il a 2% d'avis favorables, il a du mépris. Le plus méprisant pour eux, c'est cette séquence quand il est hilar avec Clinton. Vous vous souvenez, à la télévision, vous avez vu. Mais quand même, il y avait en lui un instant du pouvoir étonnant. Vous savez, quand il est s'imposé comme successeur de Gorbatchev, tout le monde pense que c'est la fin de même putsch, etc. Non. Je me souviens, c'est en mars 91. Mars 91. Complètement bourré. On parle des gens bourrés. Complètement bourré. Il vient à une sorte de réunion de parti, conférence de parti. J'étais avec lui. J'ai dit, comment il va faire? Parce qu'il marche à peine. Mais c'est une bête politique. Quand il entre dans la salle, bourré ou pas, il vient vers le micro. Tous les gens sont membres de parti. Et lui-même, il était dignitaire, il était lieutenant de Gorbatchev. Il prend la carte de parti. Tous les caméras le regardent. Le pays est anticommuniste, évidemment. Il déchire la carte de parti, il dit, je vous en kikine pour parler poliment, il part. Ce jour-là, il s'est imposé parce que tout le pays a vu cet homme qui peut faire ça, qui ose faire ça, qui a des moyens, comme vous le dites, poliment. Et ça, c'était la première chose. Deuxième chose, pendant l'affaire de putsch, c'est une affaire, je vous dis, énigmatique, mais Gorbatchev et lui, ils se détestaient. Physiquement, ils se détestaient. Moi, je les ai vus ensemble. Il y avait une sorte d'électricité négative quand ils se voyaient. Mais malgré ça, quand Gorbatchev il était marginalisé, arrêté, soi-disant, dans le midi de la Russie à Foros, Eltsine, je me souviens, on lui a dit de ne pas monter sur le char, parce qu'il était quand même difficile, il pouvait tomber. Mais il a monté sur le char. Et il a lu, si vous voyez la déclaration, en faveur. Il dit, nous exigeons le retour de Gorbatchev illégalement arrêté, etc. C'est-à-dire, il l'a, et ce jour-là, franchement, ce jour-là, il est devenu successeur de Gorbatchev. C'est ça qui était l'affaire. Après, il y avait la chute du communisme. Après, il y avait la chute de l'Union soviétique, cet accord fait à l'improviste. Eltsine, aujourd'hui, il est détesté surtout à cause de cet accord du début du mois de décembre 1991, quand ils ont dit que l'Union soviétique est morte, etc. Les gens pensent qu'il c'est un traître pour cette raison. Et après, il a géré le pays. Ce n'était pas son affaire. Quand je vous ai dit, vous savez, il faut connaître ses limites. Il y a souvent en France les gens qui sont bien quand ils sont ils font des bonnes campagnes. Je ne parle pas de votre campagne, Madame le maire, mais je parle des autres. Ils font parfois les bonnes campagnes, après ils sont nuls quand ils sont aux affaires. Vous comprenez? Ça arrive. Mais Eltsine était de cela. Il était quelqu'un c'était le fardeau du pouvoir réel, gestion, c'était pas son truc. Vous savez, à mon époque,
encore une fois un petit clin d'œil par rapport à nos amis français. Vous savez, à mon époque, Helsinki, il a eu 80% d'avis favorables le jour de la chute du communisme, 21 août 91. Et vous savez, il est tombé à moins de 1% d'avis favorables vers la fin. Ce que vous avez vu avec ces séquences avec Clinton, c'est une légume. Ce n'était pas son truc. Et il a délégué beaucoup. Il a fait l'erreur capitale, à mon sens. Il a écouté les conseillers, les jeunes conseillers américains qui lui ont dit qu'il faut privatiser à mort, etc. Et dans la réalité, la privatisation à mort, soi-disant, dans le contexte russe, ça s'est révélé pas une privatisation, mais un vol systématique des biens nationaux. Et les clivages sociaux énormes. Et 50% qui frôlaient le seuil de pauvreté, et 2% qui réunissaient plus de 50% des richesses du pays, et de plus de 120 milliards de dollars par an partaient dans les offshore, dans les banques occidentales, et tout l'entourage était pourri, et lui-même, il picolait, il passait, vous savez, il passait 10%, j'ai calculé, 10% par an au Kremlin. Poutine, il ne s'en sort pas. Il passe 2% avec sa copine, le reste, il est au Kremlin. Par exemple, Staline, il passait tout le temps. Pourquoi Staline est si populaire? C'est banal. Tout est fixé. Combien de temps les gens passent quand ils travaillent? Combien de gens travaillent? Les Russes, ils veulent que les gens travaillent. C'est simplement ça. C'est plus simple que ça. Et après, il y avait la guerre en Tchétchénie. Mais surtout, le fait, il m'a dit, je vous raconte souvent ça, cette phrase qui m'a marqué le 21 août 91, quand la chute du communisme, je lui ai demandé, le président, qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a dit, nous allons les nommer milliardaires. C'est-à-dire, on va nommer les gens, on va donner les entreprises d'État à titre symbolique. C'était des milliards qu'on pouvait faire. Ismaël, vraiment, c'est dommage que tu n'étais pas là. Parce que, vous comprenez, on ferait les milliards. Tous ces gens-là, on me demande, mais comment ils sont à la Côte d'Azur? D'où vient l'argent? Mais c'est banal. Il donnait à ses copains, il nommait ses copains milliardaires. Et après, ça partait, évidemment, les fleurons de l'industrie. Pourquoi c'est inévitable, l'arrivée de Poutine? Et vous savez, vers la fin, Helsinki, il n'était pas vraiment... Tout d'abord, il y avait des problèmes cardiaques, il a eu plusieurs opérations à cœur ouvert. Tout ça, c'est les choses... Il y avait les choses comme ça. Mais surtout, que, vous savez, il pense que c'est seulement l'alcool. Non, ce n'est pas l'alcool. Helsinki, moi, je l'ai bien observé en 91, parce que toute l'année, je l'ai vu physiquement, quotidiennement. Moi, je suis persuadé, quand je vous ai dit, c'était un malade. Il était psychologiquement, il n'était pas adéquat. Il cherchait l'échappatoire dans l'alcool. Et le pouvoir lui apportait une stabilité. Il cherchait le pouvoir comme une sorte de remède. Vous voyez ce que je veux dire. Et vers la fin, il n'y avait plus rien. Il y avait sa famille qui vivait, les communistes voulaient qu'il aille en tôle. Je parle des années 80. Les pays étaient... En plus, il y avait les problèmes. C'est un pays difficile à gérer. C'est plus d'une centaine de nations et de nationalités. Les régions voulaient l'indépendance. Les Tartares, il y avait une région en Oural. Il imprimait la monnaie nationale. Il y avait un général dans la Sibérie qui voulait installer les armes atomiques à lui. Tout ça, c'était du n'importe quoi. Il se raccrochait, il aimait bien. On dit que c'est un homosexuel sublimé, c'est pas vrai. Il aimait bien passer son passe-temps, il aimait bien passer, vous savez, son passe-temps favori, il aimait bien picoler avec les jeunes conseillers dans les bains russes, avec l'alcool, etc. Et pour ça que certains gens, non, pas du tout. Il cherchait un premier ministre, il a changé 5 premiers ministres. Et finalement, il vivait en 99 dans l'hantise, aller en tôle. Et là, il a eu une idée lumineuse. Il y a, je ne sais pas si vous avez des filles, demandez toujours conseil aux petites amies de vos filles. Il a demandé le conseil à quelqu'un qui était son speechwriter,
conseiller de presse, disons, à l'époque, qui était en même temps petit ami de sa fille, qui a eu mari, évidemment, mais à l'époque après. Et ce garçon, il m'a raconté, 91, l'autre, il est légumes, je vous dis, les Russes, ils ont honte, la guerre en Tchétchénie. Il lui a dit le secret de la succession de Poutine. Il lui a dit, mon président, vous avez les adversaires, vous avez l'adversaire pour les initiés, Primakov, qui vient du milieu KGB. Prenez un officier du KGB. Vous avez quelqu'un qui est en bonne santé, prenez un jeune. Et vous avez quelqu'un qui est nationaliste, patriote. Prenez plus nationaliste, plus patriote. Ils ont appuyé sur l'ordinateur, c'est le portrait de Poutine est sorti. Et c'est comme ça que Poutine est apparu. Mais ils ont testé Poutine. Testé, parce que, vous savez, c'est un milieu, succession du Kremlin, c'est les coups tordus, je vous ai dit, difficiles. Coups tordus, difficiles. Ils ont testé ça d'une manière très bizarre. À l'époque, la fille d'Eltsine, c'était... Vous savez, il y a toujours des petits magouilles quand même. Objectivement, ils ont fait des magouilles, pas grand-chose vraiment, parce que par rapport à ce qu'ils ont donné, des milliards, c'était pas du tout comparable. Mais il y avait une affaire de reconstruction du Kremlin qui était menée par le chef administratif du Kremlin, un certain Borodine, avec la complicité de la fille d'Eltsine. Et il y avait des dérives financières qui ont été remarquées. Et ces dérives financières ont été arrivées sur la table du procureur général qui a commencé, compte tenu qu'il était affaibli, le procureur général qui en principe doit être indépendant, il a commencé à mener l'enquête contre la fille d'Eltsine. Ça, c'est une affaire Mobetex pour les initiés. Eltsine, il était furieux, comment faire? Il vient de nommer un jeune garçon qu'on lui a recommandé, justement plus nationaliste, plus KGB, plus jeune, Poutine. Il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. L'autre il a dit, mais c'est facile, président. Je vous règle ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Poutine? Il a pris une cassette. C'est-à-dire, il a filmé le procureur général avec les deux filles, avec une sorte de partouze. Il a pris une cassette, il a pris, lui-même il est venu à la télévision, dans les meilleures heures d'écoute, dans le journal télévisé. Il a commenté la cassette. Eltsine, évidemment, le procureur général, la réputation était, il a dû partir, et finalement, comme résultat, c'était le test. Il a dit à ce garçon-là, on peut faire confiance. Et c'est comme ça que Poutine a imposé. Maintenant, Poutine, ça c'est une affaire de 1999 jusqu'à 2000. Depuis 2000, il est toujours là. Je vais vous dire, il y a deux problèmes réels. Je vous ai fatigué quand même avec mes histoires. Ça va, vous me suivez encore? Parce que, vous savez, je peux raconter longtemps, comme vous le savez, vous me connaissez, mais je voudrais quand même, peut-être vous me posez des questions, etc. Mais je voudrais vous dire, pour la succession de Poutine, il y a des choses que je ne voudrais pas être politiquement correct avec vous, mais je dois vous dire mon amitié, et j'ai failli dire mon affection envers vous, m'oblige de vous dire une partie de la vérité. Vous comprenez, aujourd'hui, on vit dans le monde très bizarre. C'est un monde, souvent, qui est un monde imaginaire. Moi, j'ai beaucoup, quand même, vu au XXe siècle, il y a des coups tordus, il y a des informations, il y a les choses qui sont là. Jamais j'ai vu la situation comme aujourd'hui. La différence avec la guerre froide, c'est la différence suivante. Pendant la guerre froide, les gens mentaient, mais ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, les gens mentent et y croient. Et ça, l'affaire de masque, c'est l'affaire tout à fait... Vous vous souvenez, si vous allez reconstituer un jour
ce qu'ils vous ont dit, vous serez étonnés. Les choses, et ça c'est une chose très grave, c'est très grave sur le plan géopolitique. D'où vient la nécessité que je vous dise une partie des choses très pointues qui ne sont pas politiquement correctes par rapport à la succession au Kremlin. Vous comprenez, aujourd'hui, il y a deux problèmes principaux pour la Russie aujourd'hui, pour la succession du Kremlin. C'est une dépendance de la Russie du gaz et du pétrole. C'est une chose que Poutine n'a pas su surmonter. Il y a d'autres domaines où il a réussi. Par exemple, il a su sauver la Russie de la dislocation. Il y a des choses qu'on peut dire. Mais ça, c'est un problème là. Et il y a un problème politique cette fois-ci. D'où vient la nécessité de revenir sur la succession au Kremlin? C'est le problème de la succession de Poutine. C'est un problème qui est posé. Les gens qui... Vous savez, quand je vous ai dit que les gens, aujourd'hui, ils mentent, ils croient à leurs mensonges, j'ai pensé aussi à l'analyse occidentale de la situation en Russie. Parce que, vous comprenez, quand je parle souvent avec les gens qui sont aux affaires aussi, ils me demandent des choses, et quand ils racontent les choses absolument qui n'ont rien à voir, j'ai dit, mais d'où vous tenez ça? Mais ils disent, mais c'est les Russes qui me racontent. J'ai dit, mais quels Russes? Mais on paye les Russes et ils nous racontent. Mais j'ai dit, attendez, vous payez les Russes, ils vous racontent ce que vous voulez entendre. Vous comprenez, il y a une sorte de auto-désinformation, ça concerne les Russes aussi. Ça concerne tout le monde. Et ça, c'est quelque chose de gravissime pour moi. Par exemple, vous avez, quand vous allez reconstituer le problème de la succession de Poutine, vous serez fixé sur le fait qu'il y aura en 2022, en principe les élections, ce n'est pas en principe, mais certainement les élections en Russie, et qu'il a changé la Constitution, et maintenant c'est un président à vie, et qu'il restera président à vie. L'affaire de changement de la Constitution, c'est une affaire qui était très mal présentée par les gens, par les journalistes, parce que c'est une affaire beaucoup plus sérieuse que vous pensiez. En changeant la Constitution, vous savez comment il était réellement voté, 72% des voix, on dit « Ah, c'est Poutine, c'est toujours bidon, etc. » Pas du tout. Ça, tout d'abord, il était réellement voté, mais vous savez, la vote qui était un vote absolument étonnant, même pour la Russie, vous savez comment ça s'est passé? Je vais vous raconter. C'est un truc qui va vous étonner le plus. Les Américains, ils ont contribué largement à ça. La veille de la vote, qui était Poutine aurait dû gagner, mais pas à ce point-là. La veille de la vote, les génies de relations publiques, cette fois-ci, j'aime beaucoup les génies de relations publiques américaines. Ils ont inventé la combine pour renforcer leur influence sur le public russe. Et pendant la journée, la veille de vote, ils ont changé le drapeau. Ils ont mis un énorme drapeau arc-en-ciel sur leur ambassade. Vous ne savez pas le drapeau américain, arc-en-ciel. Et là, c'était Poutine. Les Russes, ils ont filmé ça. Ils ont présenté que le drapeau sur le drapeau, sans commentaire. Juste le drapeau arc-en-ciel. C'était un symbole de l'ambiance d'aujourd'hui. Pour les Russes, l'Occident, c'est la fin de l'Empire romain. L'Occident se dégrade. La gestion de la crise Covid. N'oubliez pas que les Russes, ils ont testé. Un quart des Russes sont testés. Il y a 2 fois moins de morts en Russie. Pas du tout bidon, mais il y a beaucoup plus de population qu'en France, par exemple. Pour les Russes, et le message, quand il a changé la Constitution, pour lui, c'était un message, il se présentait comme antithèse, comme ça, de politiquement correct occidental. Vous comprenez? Y compris sur les affaires de mœurs, sur les affaires qu'on évoque, etc. Et ça passait en Russie. Par exemple, cette affaire de drapeau arc-en-ciel a augmenté 10%. Ça, c'est les votes des Russes. Les votes, ils disent, c'est ça l'Occident? C'est le bordel de ce qui se passe? C'est ce qui se passe aux États-Unis? C'est ça l'Occident? C'est ça que vous voulez exporter en Russie? Jamais! Et il se présente comme ça. L'affaire de la Constitution, c'est une affaire
réellement, intellectuellement de la succession, pour moi, c'est assez grave parce qu'il y a une chose qui passe derrière, parce qu'intellectuellement, c'est pour ça que je publie Le fantôme de Staline, parce que intellectuellement, ce qui s'impose, comment vous dire aujourd'hui, le journal de l'opinion, il m'a fait 2 pages, tout à l'heure on a parlé au téléphone, etc. Et dans le journal de l'opinion, ils m'ont dit, mais vous savez, les gens demandent à quand Staline en France. Il a dit, vous avez raison. Je lui ai dit, ah, vous avez raison, parce que quand je vois les Russes, par exemple, il y a un vieux, comment vous dire, chef de cabinet de Gorbatchev qui est en vent de mourir. Il regarde ce qui se passe, le vol, le bordel en Russie, etc. Et sa dernière phrase, Tcherniaev, il s'appelait, sa dernière phrase avant de mourir, ce qu'il leur faut, c'est Staline. Et chaque fois, dans les portraits, dans les etc., c'est à peu près comme mes voyages en France. Je voyage maintenant, mais quand je voyage en France, généralement, le maire, il m'envoie, je suis désolé, la voiture. Et le chauffeur, qui considère comme je suis russe, d'office, je suis Poutine pour lui. Et vous savez, dizaines de fois la même phrase. À quand Poutine en France? Vous comprenez? Ça, c'est le chauffeur qui dit. Et c'est la même chose qui fait ça. C'est pour ça que je vous raconte. Mais la succession de Poutine, c'est une succession, quand j'analyse les choses, et j'ai aussi des choses ouvertes et pas ouvertes, je vous prédis, je pense que Poutine, franchement, contrairement à ce que vous pensiez, il s'installait pour toujours comme président formel, pas du tout. Il a changé, il a la possibilité de se présenter maintenant constitutionnellement comme son successeur, mais je pense qu'il va faire une pirouette, comme d'habitude, inattendue, et il va se placer comme un pilier, j'ai failli dire, du système qu'il a créé. C'est un système de verrouillage de la presse, verrouillage du système politique, une vraie fausse opposition. Je n'ai pas le temps de vous approfondir ça. Si vous me posez la question, j'aurais pu vous raconter le système Poutine, mais ce système-là, et dans ce système, il restera le pilier. Il n'a pas besoin d'être président pour ça. Vous savez, c'est un système un peu de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, il était président du club de judo, de bridge. L'autre, il peut prendre la présidence du club de judo, comme c'est un judoka. Mais en revanche, lui, il restera et il supervisera le successeur. Les successeurs sont, je ne vais pas vous donner le nom, j'ai évidemment les noms possibles, mais si je vous donne les noms, comme on sera diffusé sur YouTube, c'est dangereux pour nous, d'une part, et d'autre part pour ces gens-là, parce que dès qu'on donne les noms dans le système du Kremlin, vous êtes brûlé. Vous voulez brûler quelqu'un, vous dites que c'est mon successeur. Eltsine, il faisait ça systématiquement. Il disait, ah, tu es mon successeur, les gens. Terminé. Si vous devez me rester. Bref, ça c'est un problème de ça, mais aussi c'est un problème, maintenant on est à la croisée des chemins. C'est pour ça qu'on doit faire... Ce qui est en jeu, c'est surtout l'évolution politique, je faillis dire, non seulement de la Russie, mais l'évolution européenne, pour vous dire. Vers quel monde on va? Maintenant, on va vers le monde de la confrontation avec la Russie. Il s'agit de la rupture définitive, à mon sens, entre la Russie et l'Occident. Dans cette affaire, il y a le mainstream, ce renversement des idées de Staline qui disait de toute manière, on ne peut rien faire avec l'Occident. De toute manière, la russophobie, c'est dans leurs veines. De toute manière, et dans cette affaire, qu'est-ce qui est derrière? Pourquoi c'est si grave? Parce que c'est contre la nature bicéphale de la civilisation russe. La Russie, l'intérêt national russe, je reste persuadé, c'est de jouer sur les 2 tableaux, d'être l'Asie et l'Europe, de jouer la Chine et l'Europe, équilibrer les choses, etc. Mais on n'est pas dans cette logique-là. C'est une logique très grave pour la France, parce que la France est grande quand il a une politique très forte à l'Est. L'héritage de Gaulle, suit modestement de Chirac et de Mitterrand. Ça, il ne faut pas oublier ça. Elle est forte comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qui est en jeu, avec ces petites affaires d'empoisonnement, les espions sont partout, les Russes sont partout, etc. Même cette affaire de comment ça s'appelle, de ce personnage bizarre qui a envoyé les mails
pas les mails, mais les photos de masturbation, comment elles s'appelaient. Voilà, les Russes sont partout. Vous comprenez, ça, c'est les choses comme ça. Ça, c'est les choses comme ça. Mais tout ça, c'est des mises en scène. Mises en scène qui nous donnent médiatiques. Du côté russe, ça existe aussi. Qui donne une chose gravissime pour nous tous. De la recomposition de l'Europe, de la nouvelle guerre froide, de la constitution de l'alliance anti-occidentale entre la Chine et la Russie, c'est maintenant inévitable, à mon sens. Vous comprenez? Tout ça, c'est l'affaire de la succession beaucoup plus importante, à tel point que, vous comprenez, tous ces gens-là qui payent les Russes, qui leur racontent leur histoire, ils sont persuadés qu'il y a l'alternative pro-occidentale en Russie. Vous savez, la position, hélas, pro-occidentale en Russie, c'est la position minime. En revanche, la position pro-stalinienne, pas nécessairement dans le système, c'est dans le mainstream, qui prône l'alliance avec la Chine, qui dit ces gens-là, il faut les laisser mourir comme ils veulent la fin de l'Empire avec leur affaire de mœurs, leur affaire de n'importe quoi, etc., qu'ils meurent comme ils veulent, qu'ils font les choses, l'islamisation de l'Europe, ils disent c'est inévitable, dans ce cas-là, etc. Et ça, c'est grave, parce que c'est mainstream russe. Il s'agit des choses intellectuellement dangereuses, au-delà de cette affaire qui va s'imposer contre Poutine, parce que je vous dis que ce n'est pas demain la veille qu'il peur, et je suis persuadé que même s'il ne garde pas le poste, ce qui est le plus vraisemblable de mon pronostic, il va rester le pilier du système qu'il a créé. J'ai parlé très longtemps, merci d'écouter ma litanie comme autrefois. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Je ne sais pas s'il y a un micro qui est prévu ou pas. S'il n'y a pas de micro, posez la question à haute voix. D'accord. Et s'il n'y a pas de questions, j'ai un livre extraordinaire romanesque sur tout ce que j'ai fait, je vous racontais, qui s'appelle Le roman vrai de Dr Zhivago, qui est le dernier livre, qui est là. Il n'y en a pas beaucoup. Merci. Le prochain, attendez. S'il vous plaît, les prochaines conférences que je tiens à vous dire. Tout d'abord, je voudrais vous demander, si vous n'avez pas rempli le papier rose avec votre mail, remplissez-le tout de suite, comme ça, vous serez servi. D'autre part, on va vous envoyer prévenir. D'autre part, il y a deux grands orateurs, directeur de Point et rédacteur en chef de Paris Match, Begley et Martin Chauffier, qui vous connaissez, qui va venir, j'ai failli dire de chaos, parler de la France et du chaos français, d'une part, et puis ce sera exactement le 18 septembre à 18h ici, et après le 2 octobre, un très grand orateur que vous voyez à la télévision presque chaque jour, ce sera Yves Tréhard. Mille merci Colette, mille merci cher Ismaël.